Bonjour à tous, mon nom est Louis de l'Escalopier, je suis professeur d'histoire au cours du Parnasse, professeur d'histoire pour la préparation de Sciences Po Paris et pour la préparation des IEP de province. Et c'est avec moi que vous allez découvrir cette correction d'une copie type au concours de Sciences Po. Alors cette copie type, c'est une copie de composition sur les régimes totalitaires qui a été mise en ligne par le jury de Sciences Po afin de permettre à vous, les candidats qui passaient le concours cette année, de vous inspirer d'une copie maîtrisée. Comme deux tiers d'entre vous, enfin plutôt comme deux tiers de vos prédécesseurs ont choisi le sujet sur les régimes totalitaires, j'ai décidé de travailler aujourd'hui sur celui-là. Il est particulièrement représentatif. Ce que j'ai fait très simplement, c'est que j'ai lu avec attention, j'ai même appris par cœur le rapport de correction qui est en fait un rapport de jury. C'est là où le jury explique ce qu'il a trouvé de bien et surtout ce qu'il a trouvé de délicat, de mauvais dans les copies qui ont été reçues l'année dernière. Et puis à partir de ce rapport du jury, vous allez voir que je vais construire une correction. Pourquoi c'est intéressant pour vous d'assister en fait à ma correction? C'est parce que par ce retournement de situation, par ce changement de poste, ce changement de position, vous allez passer l'espace d'une vidéo de candidat à correcteur, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont très faciles à éviter et qu'il y a beaucoup d'astuces qui sont très faciles à mettre en place. Alors évidemment là j'ai choisi une copie type, j'ai choisi donc la copie au concours de Sciences Po qui a été choisie par le jury, donc elle va forcément être excellente, vous vous en doutez, mais c'est d'autant plus intéressant. D'une part parce que ça va vous permettre de vous inspirer des meilleurs, du meilleur ou de la meilleure de l'année dernière qui a donc fait la copie qui est apparue la plus intéressante au jury. Et puis à côté de ça, au-delà du fait qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, il faut aussi voir, et vous allez le découvrir, que même dans une excellente copie, il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, il y a des choses qui ne sont pas excellentes. Et du coup, quand on voit ça, ça permet de se détendre, ça permet de voir que l'histoire est une science sociale qui est une science de la nuance, de la finesse, l'analyse historique tend vers l'objectivité évidemment, mais elle est ouverte au débat, elle est ouverte à la pluralité des réflexions, ce qui fait que même dans une très bonne copie, on aurait pu faire une autre problématique, on aurait pu faire un autre plan, on aurait pu rédiger de manière un petit peu différente. Donc en fait, nos objectifs ici, ils sont assez simples, vous donner des astuces pour mieux réussir et ensuite vous permettre de vous détendre par rapport au concours en voyant que même dans la meilleure des copies, il y a des choses qui peuvent poser légèrement problème. Sans plus attendre, on rentre ensemble dans le vif du sujet et je découvre cette copie avec vous. Alors voilà, alors là évidemment elle est sous une forme tapée à l'ordinateur et pas manuscrite, mais la première chose que fait tout correcteur, c'est qu'il regarde normalement si la copie est bien présentée. Bon, en l'occurrence là elle est parfaitement présentée, mais surtout il regarde si la copie est longue, ça c'est très important. Donc là je suis en train de descendre, je vois qu'il y a 3 pages et demie. 3 pages et demie, c'est une copie qui est assez courte et ça c'est plutôt un bon point. Alors là je fais un petit clin d'œil et je salue ceux qui ont pour passion de faire des copies de 27 copies doubles. Ce n'est pas un avantage. Évidemment, il faut donner de la matière à un correcteur au concours de Sciences Po et c'est bien de faire une copie conséquente. Néanmoins, une copie trop longue quand le correcteur en a déjà corrigé 50 et qu'il doit encore en corriger 50, c'est la certitude de le faire commencer avec un manque de motivation certain. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver une sorte d'équilibre, d'aller chercher 2 copies doubles et demi, 3 copies doubles selon la taille de votre écriture le jour du concours, mais surtout pas plus, une copie courte, efficace et bien ciselée. Qu'est-ce que fait un correcteur une fois qu'il a regardé si la copie était longue? Il lit évidemment l'introduction. L'introduction, elle est décisive puisque c'est là que tout se joue, c'est là que le correcteur va se faire sa première opinion et on n'a pas souvent l'occasion de faire une bonne première impression, donc on va voir ce que donne cette copie. Donc vous avez ici donc le sujet, les régimes totalitaires dans l'entre-deux-guerres, genèse, point commun et spécificité. C'est donc ici une reprise de l'intitulé du sujet, ce qui devrait changer dans les années à venir. Ça n'empêche pas du tout la copie de construire une réflexion réutilisable. Alors, je commence ma lecture avec cette phrase. Tout dans l'État, rien contre l'État et rien en dehors de l'État. Voici comment Benito Mussolini définit l'Italie fasciste en 1925. On est ici dans une accroche. Donc là, il y a le premier élément qui est important de l'introduction, accroche particulièrement à propos puisqu'elle reprend via une citation Mussolini, le dictateur fasciste italien. C'est une très bonne manière de commencer à parler des totalitarismes avec la définition qui vient d'un des leaders des régimes totalitaires. Notez aussi que la citation est datée, c'est un très bon point.
De nos jours, cette définition est grandement enrichie et l'on peut qualifier de totalitaire un régime politique autoritaire qui contrôle ou cherche à contrôler le comportement de sa population, confondons cette dernière dans un tout. Alors là, c'est assez intéressant parce que vous voyez, on a une accroche. Bon, le sujet n'est pas clairement rappelé, même si c'est pas forcément l'étape la plus importante du sujet. Mais une fois qu'on a accroché le correcteur, qu'on lui a donné envie de lire la copie, une fois qu'on a dit de quoi on allait parler, il faut définir les termes du sujet. Et évidemment, ici, les termes du sujet qui sont importants, c'est pas jeunesse, c'est pas point commun, c'est bien évidemment régime totalitaire. Et là, vous voyez que cette définition, même si on voit bien qu'il y a un effort de correction et le correcteur le voit, donc il va le valoriser, c'est une définition qui est peut-être pas forcément la plus efficace, pas forcément la plus claire. On pourrait peut-être ajouter certains points sur ce qui pourrait différencier un régime totalitaire d'une dictature, même si néanmoins on retrouve l'idée d'autorité, de contrôle de la population, avec l'idée aussi de disparition de l'individu au sein des masses, même si bon. Là, c'est plus une définition de régime autoritaire. Donc, vous voyez qu'il y a des petites choses à améliorer et on pourrait trouver une définition plus efficace de régime totalitaire. Je continue ma lecture. Alors, si les régimes totalitaires, à savoir le Troisième Reich, l'Italie fasciste et l'URSS, sont tous apparus dans l'entre-deux-guerres, il faut attendre Hannah Arendt et son ouvrage Les origines du totalitarisme pour apparaître une dénomination commune entre ces trois régimes. Très intéressant là. Alors on continue donc avec une contextualisation. C'est très bien de différencier le Troisième Reich de l'Italie fasciste et de l'URSS. Ça montre qu'il y a les trois totalitarismes. On rentre bien dans le sujet. Faut quand même noter que il y a aussi une volonté d'expliquer les dates, même si on pourrait être, encore une fois, vous voyez, légèrement plus précis, même si c'est bien d'être efficace, c'est bien d'être rapide. Mais bon, juste dire qu'ils sont apparus dans l'entre-deux-guerres pourrait peut-être montrer aussi qu'il y a trois moments différents, mais très bien d'un point de vue historiographique, même si c'est une philosophe, de citer l'ouvrage d'Hannah Arendt et de le dater pour montrer qu'il y a une logique commune. Et là, vous voyez, dans cette introduction, on a l'accroche, on a une tentative de définition, on a une tentative de contextualisation, dire quand ça s'est passé, dire où ça s'est passé, mais on a surtout un élément très important, c'est celui-là qui était attendu par le correcteur, c'est l'idée de dénomination commune entre trois régimes différents. Ça veut dire dès le départ qu'il y a tout ce qui rend ce sujet intéressant, le fait qu'on utilise un terme, totalitarisme, pour parler de l'Allemagne, de l'Italie et de l'URSS. Donc là, on voit bien qu'il y a une grande efficacité de la part du candidat ou de la candidate qui, dès le départ, après avoir accroché le correcteur, lui avoir donné très envie de lire cette copie qui s'annonce passionnante, montre bien, on définit, donc on sait de quoi on parle, et surtout on commence à voir ce qui fait la tension, ce qui fait le sel, ce qui fait l'intérêt d'un tel sujet. Il est cependant, je continue ma lecture, intéressant et important de se demander pourquoi nous pouvons analyser les trois expériences totalitaires dans un même ensemble. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la tension ici, qui est intéressante. Donc c'est ce que je disais, l'idée d'une dénomination commune. Je me permets de vous signaler encore une fois, pour des questions de style, que l'expression il est cependant intéressant et important, c'est peut-être un peu lourd, surtout que le cependant qui est censé être en une opposition avec ce qui a été dit précédemment n'est en fait que la continuité de ce qui a été dit avant. Donc dans une introduction où on se présente au correcteur, il faut essayer d'avoir des formulations un peu moins lourdes. Et jusqu'à quel point ce regroupement est pertinent? Alors en fait, là, qu'est-ce que c'est que cette phrase-là que je vais souligner tout de suite et jusqu'à quel point ce regroupement est pertinent? C'est un candidat qui a bien, ou une candidate, pardon, qui a bien compris l'intérêt du sujet, qui a bien compris pourquoi le sujet était formulé de cette manière, mais qui nous construit ici une problématique qui est en fait pas vraiment une question. L'idée est là, elle est bonne évidemment. Est-ce que les trois totalitarismes peuvent être regroupés, ont suffisamment de points communs pour être regroupés sous le même terme? Ça c'est une très bonne chose, mais en réalité il aurait peut-être été plus simple, même si c'est ici parfaitement fait, il aurait été peut-être plus simple de poser véritablement une question avec un point d'interrogation pour bien que le correcteur comprenne. Je pense notamment à ceux qui ont moins d'expérience, qui ont moins de facilité que la personne qui a fait cette copie. Un point d'interrogation à la fin de la problématique, ça permet d'éviter que le correcteur se trompe. Annonce du plan, ainsi il conviendra de s'intéresser, genèse des régimes totalitaires, leur idéologie, la mise en pratique de ces idéologies.
C'est assez intéressant parce que on a un plan. Alors beaucoup de candidats sur ce type de sujet vont faire un plan genèse, point commun, spécificité. Ici, on a quelque chose d'un peu plus fin avec une première partie sur la genèse, ça c'est un peu impératif, mais ensuite on a une deuxième partie sur les idéologies, donc on a regroupé point commun et spécificité, et on a une troisième partie qui distingue la mise en pratique de l'idéologie. Donc ça c'est assez intéressant, c'est plus fin, vous vous en doutez, ça va permettre de distinguer la copie. Une fois que j'ai lu ça, je regarde ma transition. Alors n'hésitez pas à relier la transition à la fin de l'introduction parce que sinon ça fait toujours un peu cérémonieux quand elles sont mises en valeur comme ça. Donc encore une fois, un petit point sur lequel on peut faire une remarque. La genèse des totalitarismes est aussi représentative de leurs points communs et de leur spécificité. Très bonne transition vers la suite. Vous voyez qu'on a retrouvé tous les points importants de l'introduction, une accroche, l'annonce du sujet, la définition des termes et la définition des bornes chronologiques et géographiques du sujet dans un deuxième temps. On a vu la tension du sujet, une problématique, l'annonce du plan et la transition. Qu'est-ce que va faire le correcteur une fois qu'il a vu que tout était en place? Déjà là évidemment vous vous doutez qu'il part, il voit bien que le candidat a bien maîtrisé le sujet, que en plus le plan est un petit peu original, que la problématique est intéressante. Il va aller regarder le correcteur la conclusion, histoire de voir si, alors tous les correcteurs ne fonctionnent pas comme ça, mais moi c'est le cas, histoire de voir si le candidat répond à la problématique. Alors, on y est à la conclusion. Ainsi, régime totalitaire présente des spécificités, leur idéologie, leur fonctionnement. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une reprise du plan. Avec les origines, c'est la genèse. L'idéologie, c'est le grand 2 et le fonctionnement, c'est le grand 3. Donc déjà, on est vraiment dans une réponse à la problématique. Des rapprochements importants sont également réalisables sur ces trois aspects. Sachant que la question initiale, c'était est-ce qu'on peut regrouper ces trois régimes politiques sous le même nom, le terme de totalitarisme. On peut également dégager une dynamique d'influence, bolchevisme sur le fascisme, alors ça, apporte ses choix à Mussolini. Il est important de noter que les différences entre les fascistes les amènent à se vouer une haine mutuelle. On n'a pas vraiment, alors c'est intéressant ici, on n'a pas vraiment de réponse à la problématique. Est-ce que c'est pertinent ou non de regrouper ces trois régimes totalitaires sous la même étiquette? À terme, cette haine débouche sur la Seconde Guerre mondiale qui permettra aux totalitaristes soviétiques de s'imposer et d'éliminer les fascistes. Là, on a une ouverture qui est intéressante, où on se projette dans la Seconde Guerre mondiale et même dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, il manque ici, et il faut le signaler, une réponse claire et efficace à la problématique qui a été posée initialement, c'est-à-dire à quel point ce terme est-il pertinent. Là, donc, le correcteur voit néanmoins que le plan a été mené à terme et il revient pour s'intéresser au sujet dans son ensemble et la manière dont il est déroulé. En effet, alors je vais lire rapidement le vif du sujet. Nous interroger sur le rôle de la Première Guerre mondiale. Vous voyez là, ça c'est une pratique qui est très bonne, qui est très efficace parce que on a une annonce ici immédiatement de l'idée qui va être développée dans toute la sous-partie. Donc c'est un catalyseur, créer l'instabilité permettant la révolution de février. Donc ça c'est intéressant. Premier exemple qui est donné ici, c'est le régime qui deviendra totalitaire en URSS. Par ailleurs, la guerre dans les trois pays provoque des conditions économiques difficiles à supporter. Là, on passe à un autre exemple avec l'Allemagne. Vous voyez, on multiplie les exemples. Les Italiens sont frustrés sur ce qu'ils appellent la victoire mutilée. Et les Italiens ici, victoire mutilée peut même d'ailleurs être mis entre guillemets. Vous voyez tout de suite qu'on a une idée générale. La Première Guerre mondiale fait partie de la genèse des totalitarismes. Mais cette idée-là, elle va donner lieu à des idées plus précises, avec notamment une idéologie politique. Quand on pense à l'URSS, mais aussi à des caractéristiques économiques avec les difficultés entraînées par les différentes victoires qui sont citées ici. Je continue. Je descends. Les Russes qui ont quitté sont amputés. Et vous voyez notamment que on a des exemples, mais qui sont marqués avec ces exemples, ils sont placés chronologiquement de façon très précise. On a des dates, on a des éléments, il y a des choses à se mettre sous la dent pour le correcteur. Donc les Russes qui ont quitté la guerre en mars se sont amputés d'une partie de leurs terres. Ces trois pays sont perdants, les trois perdants de la Première Guerre mondiale, trois des perdants de la Première Guerre mondiale. On est tout de suite dans le vif du sujet. Mais la guerre laisse aussi des marques chez les anciens combattants. George Marsh parle de brutalisation des peuples. Ça, la brutalisation, c'est un élément
historiographique essentielle. Ça et totalitarisme, c'était les deux choses qu'on pouvait être en droit d'attendre de manière essentielle chez un candidat qui passe le concours de Sciences Po, l'idée de brutalisation des peuples théorisée par l'historien George L. Moss. Cependant, il est pertinent de noter que si la guerre permet de presque directement l'émergence du RSS, c'est la révolution d'octobre selon l'ancien calendrier russe. Alors ça, typiquement, la petite précision selon l'ancien calendrier russe, entre parenthèses, c'est typiquement le genre de choses qu'on trouve dans des copies au concours de Sciences Po. C'est un petit peu, c'est pas du tout une critique contre ce candidat, mais c'est un petit peu pédant de rajouter ça, peu importe. Il est quand même assez probable que le professeur, membre du jury de Sciences Po qui corrige votre copie, soit au courant, et ça n'apporte rien à la réflexion. Donc on garde de l'efficacité, de la simplicité et de la précision. Sans ces équivoques tels que le spartakisme ou le bienheureux Rousseau, les milices fascistes comme les Freikorps ou les n'ont pas raison d'être. Or, ces milices sont les premiers à soutenir les régimes fascistes. On passe ici donc à une deuxième idée que je vais détailler avec vous cependant. Donc on voit bien, vous voyez qu'il y a des transitions avec des mots de liaison au début à chaque fois. On avait en effet tout à l'heure, là on a cependant les modalités d'accès au pouvoir, même si la fin de la première sous-partie est peut-être à préciser légèrement. Là on passe maintenant aux modalités d'accès au pouvoir dans les genèses des totalitarismes, mais on voit bien qu'elles sont très différentes. Je descends. En Russie, les bolcheviks, minoritaires du fait de leur proportion dans le parti, ils prennent le pouvoir en faisant tomber le gouvernement menchevique d'Alexandre Kerensky. Alors, petit point, ça c'est très bien. Essayez au maximum d'éviter les parenthèses, parce que là, des virgules auraient pu fonctionner à la place. La parenthèse fait pas extrêmement maîtrisé, fait pas extrêmement bien formulé. Mais on a quand même, ici vous le voyez, c'est idiot, hein, mais c'est quand même la base de la base. On a des dates, on a des noms, on a des précisions, on a de la précision. On voit que les connaissances, elles sont maîtrisées. Il réalise un vrai coup de force avec la prise et s'impose par la force. Donc là, on commence par la Russie, premier exemple. Deuxième exemple, l'Italie de Mussolini marche vers Rome avec les Fondas. Et encore une fois, vous voyez les dates, elles sont précises. Il n'y en a pas énormément, mais elles sont précises, hein, les dates. Je continue, le président du Conseil ne lui accordera que la majorité des sièges. En Allemagne, Adolf Hitler tente un putsch. Alors ça c'est intéressant, vous voyez la mise en lien avec arriver directement, passer. Alors on a les trois, hein. On a la Russie, l'Allemagne et l'Italie et l'Allemagne. Et puis surtout, il y a encore une fois une précision, 9 novembre 1923, avec le nombre d'hommes. Encore une fois, il y a des petits défauts dans cette copie, même si elle est très bien. Les parenthèses, notamment pour préciser la présence de Ludendorff dans le coup d'État de Munich, la tentative de putsch de Munich, c'est pas forcément hyper essentiel dans cette copie. Et on a ensuite, il faut attendre 29 pour emporter ses victoires politiques. Crise de 29, on a le point là sur un élément économique qui pourrait ressortir de façon plus claire. Il parvient encore une fois, il faut éviter ça, à la majorité de 1933, il est nommé chancelier. Ses voies d'accès au pouvoir sont différentes. Il faut noter que la violence politique s'installe. Alors vous voyez, là on a une volonté de différencier. Il montre bien qu'il y a trois manières d'arriver au pouvoir. La révolution d'octobre, la prise de pouvoir de Mussolini et la prise de pouvoir d'Adolf Hitler. Prise de pouvoir d'Hitler, du nazisme. C'est bien d'être aussi précis. Il faut essayer de rester dans l'analyse et pas tomber trop dans le récit. Là il y a des très bonnes choses. Je fais un petit point. Il y en a beaucoup qui sur ce type de sujet aimait bien faire des sous-parties en faisant première sous-partie la Russie, deuxième sous-partie l'Italie, troisième sous-partie l'Allemagne. Là vous voyez que c'est beaucoup plus fin parce qu'on va avoir des analyses thématiques et dans ces analyses thématiques on va insérer des exemples qui viennent des trois régimes différents. Ça peut être des exemples qui montrent qu'ils sont similaires et ça peut être comme ici des exemples qui montrent qu'ils sont différents. Ce qu'on peut noter néanmoins ici, le fait que le jury du concours de Sciences Po ait valorisé cette copie, ça montre quand même que, quoi qu'il en soit, on attend de vous des connaissances et on attend de vous des connaissances précises. L'incendie du hashtag, alors ça c'est sur donc la violence politique, nouvelle idée qui est développée ici, qui permet la mise en place, est comparable à la Sénat, qui permet à Mussolini en Russie, après avoir... Là, on a, vous voyez ici, ça c'est vraiment, ça va vite, c'est précis, c'est efficace, avec des informations qui sont précises et qui répondent à une idée, puisque l'idée c'était celle de la violence politique. Cette manière de fonctionner, elle est essentielle et il faut la conserver. Ça, c'est ce que vous devez être capable de faire
une idée, des exemples pour l'étayer qui conduit à une nouvelle idée, des exemples pour l'étayer ou un exemple bien développé. Jamais donner d'information pour elle-même. Une information, elle est donnée parce qu'elle permet d'illustrer une idée qui a été avancée. En fait, les exemples, les notions que vous connaissez, les dates, les noms, les chiffres que vous connaissez, ce sont des manières de prouver à votre lecteur la véracité de ce que vous avancez. Fin de la première partie, et vous voyez, il y a quelque chose de très clair, c'est qu'il y a un résumé de la réflexion qui va être fait juste en dessous ici. Nous avons vu les origines du totalitarisme à travers un facteur commun. Elle se différencie dans les modes d'accès au pouvoir. Il faut s'intéresser au système politique. Vous voyez bien, même si là ça paraît un peu lourd quand on le relit comme ça, c'est très important de faire ça, de montrer au correcteur où en est la réflexion et de montrer que la réflexion est en train d'avancer. Vous allez être noté, évidemment je le disais, sur les informations, sur la précision de ces informations, mais vous allez être noté aussi et surtout sur votre capacité à construire une réflexion qui réponde à une question précise. Donc gardez bien ça en tête. Jamais donner un exemple qui n'illustre une idée et bien montrer la réflexion avec des mots de liaison, avec des reprises d'expressions précises. Je continue en allant un peu plus vite pour la deuxième partie. Les idéologies, alors ça c'est un peu un classique, permet de les diviser en deux tendances. Alors là il y a une distinction qui est intéressante avec d'un côté les régimes italiens et allemands. On va voir leur précision. On intègre ici l'Allemagne nazie au fascisme. Alors on a le rôle du chef qui est prépondérant, il est autoritaire fort, c'est le Duce le Führer. On notera que ces termes en sens de guide ou conducteur. Là on est vraiment, voilà, vous aviez l'idée, là vous avez des exemples avec des informations qui sont données. Je continue. Les nazis, son projet expansionniste, Hitler déclare à ses proches. Alors l'État sera pour nous ce que l'Inde a été, l'Est sera pour nous ce que l'Inde a été pour les Anglais. Phénomène de pousser vers l'Est, oui, les Italiens. Là, vous voyez, en fait, parce que si on réfléchit bien, il y a quand même une différence entre la domination antique méditerranéenne telle qu'elle est vue par Mussolini et les résultats qu'elle va avoir et l'Allemagne. Mais on va rentrer ça dans une clé d'analyse. C'est un argument qui se tient, on pourra en discuter, mais c'est un argument qui se tient de dire il y a des similitudes entre le fascisme italien et l'Allemagne nazie. Et en montrant ces similitudes, on montre en fait les caractéristiques de ces régimes. Conquête de l'Éthiopie en 1935, l'idée et les sentiments sont très présents dans les philosophies. Une différence est tout de même observable, la domination biologique se transforme en simple domination culturelle pour les Italiens. Voilà, ça c'est intéressant. Là, on a une distinction, encore une fois qui est assez bien faite, même si encore, il faudrait peut-être éviter la multiplication des parenthèses. On voit bien ici quand même une vraie réflexion. C'est en partie qu'Hannah Arendt désigne l'Italie comme un fascisme, comme incomplet. C'est très très bien là, de rentrer un peu dans la précision d'Hannah Arendt. Le primat de la race est très peu développé. Mais les fascismes partagent les mêmes valeurs sociales et surtout anti-parlementarisme, un État fort et corporatiste. En fait, à travers cet exemple et le développement de cet exemple, ça permet de montrer les caractéristiques de ce fascisme-là. J'aurais introduit personnellement une autre différence avec la volonté d'un homme nouveau chez les Italiens et la volonté de retrouver l'homme fort antique chez les nazis, comme ça a pu être montré par l'historien Johann Chapoutot il y a pas très longtemps dans un ouvrage qui a fait date. On pouvait encore préciser des aspects, hein. Vous voyez, tout n'a pas été dit, mais les exemples sont bons, ils sont précis, il y a les éléments essentiels, il y a une vraie réflexion. Je continue, d'autre part, alors là on passe, vous voyez, dans un deuxième temps à l'idéologie soviétique stalinienne. C'est une bonne chose. Là, en l'occurrence, en regroupant, par rapport à ce que je disais juste avant, en regroupant l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste et en mettant de l'autre côté l'URSS, on montre bien que finalement, il y a aussi des spécificités et qu'il n'y a pas que des points communs. Interprétation du communisme marxiste, mise en place d'égalité, idéologie communiste, bon alors ça évidemment, classe bourgeoise, les coulacs, l'ennemi de race devient l'ennemi de classe, des guillemets aux deux expressions si possible. De plus, le chef reste fort, mais est présenté comme un protecteur, le petit père des peuples, là encore des guillemets, censé unifier toutes les républiques soviétiques autour de lui. Cependant, dès 1928, on peut trouver des similitudes entre communisme et fascisme. Et là, vous voyez, c'est un fonctionnement, c'est intéressant. Dans la première sous-partie, on avait ce en quoi l'Allemagne d'Hitler et l'Italie fasciste sont similaires, puis leurs différences. Là, on a des différences, puis les points communs. C'est vraiment une réflexion très fine, c'est bien mené, ça répond bien au sujet. Arrivé au pouvoir de Staline, qui évince ses opposants. Seul au pouvoir, il tourne l'URSS vers, attention, alors vous voyez, même dans une très bonne copie, il y a des petits éléments d'orthographe qui ressortent comme ça, à l'image de ce que réalise déjà Mussolini en Italie. De plus, il met en place une planification un État corporatiste. Donc là, vraiment très très bonne réflexion. Petite conclusion de la partie, rapprochement, il faut donc s'intéresser à la mise en pratique
de ces idéologies. Là, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de séparer, comme c'est le cas ici, vous voyez, avec d'abord une conclusion de la partie, puis une transition. Vous pouvez regrouper tout ça si c'est bien fait. Le correcteur s'en rendra compte. On passe ensemble à la troisième partie et vous voyez bien là que le correcteur il se rend compte qu'en fait tout ce qui a été évoqué, tout ce qui a été annoncé au départ est en train de se réaliser et donc le correcteur, comme vous pouvez le voir, il est content parce qu'il sait qu'il va mettre une bonne note. Tout d'abord, dans les régimes totalitaires, la population est fortement encadrée. Vous avez vu comme à chaque fois, ça il faut vraiment le garder en tête, les sous-parties elles commencent toujours par des idées simples et claires et ensuite il va y avoir des exemples. Là, par exemple, population encadrée, et bien ensuite, organisation de jeunesse avec l'enfance qui est évoquée ici. On assiste à la création des différents organismes de jeunesse. Et là, il va y avoir des exemples précis. Il y a en Italie, les jeunesses hitlériennes, très militaristes, les pionniers russes. Vous voyez comment ça fonctionne? Une idée, un exemple, et on l'étaye avec des informations. Et on revient, et alors là, pour le coup, c'est vraiment très bien parce qu'on revient à Hannah Arendt qui a été évoquée dans chaque partie, donc il y a une vraie réflexion, c'est pas juste un nom qu'on jette à la volée comme ça, il y a une connaissance de ce qu'elle a écrit. Ce système vise à uniformiser la société future. Donc, et là, on a une citation d'Hannah Arendt, le but de l'éducation n'a jamais été inculqué, mais d'écrire, déclare-t-elle en 1951. Ça, c'est vraiment très bien parce que c'est des exemples qu'on sent, vous voyez, à la lecture, qui sont maîtrisés. Hannah Arendt, c'est pas un nom qu'on a eu du mal à orthographier parce qu'on savait pas où mettre les H pour le prénom Anna. C'est vraiment quelque chose qui a été travaillé avec une fiche que vous aurez aussi cette année si vous êtes au cours du Parnasse, fiche qui résume la pensée d'Hannah Arendt avec des éléments importants, ou alors mieux encore, profiter de cette année pour lire Hannah Arendt et comprendre ce qu'elle a voulu faire avec cette analyse totalitaire, des totalitarismes. On peut faire un léger point néanmoins. Utiliser Hannah Arendt, c'est très bien au cours de Sciences Po. Attention, c'est pas une historienne. Travailler sur des ouvrages, par exemple, j'en sais rien moi, de Yann Kershaw ou de grands historiens véritablement reconnus en tant qu'historiens peut être encore plus valorisé. Je citais Johann Chapoutot tout à l'heure. Alors là, je prends deux exemples sur le nazisme, mais bon, ça fait partie des incontournables sur ce type de sujet. On passe maintenant à une deuxième idée qui aurait peut-être mérité d'ailleurs une sous-partie, enfin une partie de la sous-partie, la place de la propagande. Vous voyez bien les idées, hein. Population encadrée, d'une part avec les organisations de jeunesse, ensuite avec la propagande. Je continue. Les habitants des régimes totalitaires, ils sont perpétuellement confrontés. L'industrie est contrôlée. Il devrait, pour le Troisième Reich, jusqu'à la guerre, Mussolini laisse une place, ce qui ne signifie pas qu'il est critiqué par ces derniers. Au contraire, bien pour la précision ici sur l'Italie, mais on voit bien ici, hein, on étaye l'exemple, l'idée qui a été donnée au départ, encadrement de la population par la jeunesse et par la propagande. Troisième possibilité, troisième idée, la mise en place de répression qui est un caractéristique commun. Et là, on retrouve l'antifascisme, charge d'opposants. Oui, donc on retrouve l'Italie, l'Allemagne. Et surtout en 1934, on assiste avant tout à l'arrivée au pouvoir militaire, à des lynchages en Russie, la Tchéka qui devient le Goulag. Donc là, voilà, on a encore une fois ici trois exemples parfaitement développés. Donc c'est très bien, vous l'avez bien vu là, c'est comme c'est clair, comme c'est efficace, comme c'est facile à lire pour le correcteur, hein. On a une idée générale, la population est encadrée. Elle est encadrée parce qu'elle est prise en charge dès l'enfance, parce qu'il y a une propagande culturelle, et enfin parce qu'il y a un contrôle réel de la population via des organisations. On passe à ce qui devrait être, je pense, la dernière sous-partie. De plus, les systèmes de terreur existent dans les trois pays, mais sont inégalement développés. Là encore, vous le voyez, on voit bien l'idée selon laquelle il y a des similitudes et des spécificités. En Italie, on fait surtout, alors oui, la différence de degré avec Mussolini, réforme économique et sociale, il sort l'économie de la crise et améliore les conditions de travail. Ça pourrait être un tout petit peu, même beaucoup discuté. Attention à pas affirmer des choses trop claires comme ça. Il sort l'Italie de la crise, même si ça peut tout à fait être fait, mais là où il faut avancer les arguments derrière. En Allemagne, uniquement 5000 hommes sont internés dans les camps et les conditions ils sont moins éprouvantes que durant la guerre. Alors ça c'est un peu ce qu'on appelle du déterminisme historique. Attention, il faut éviter ça, même dans une très bonne copie comme celle-là, hein. En Allemagne, quand on vous dit travailler sur les régimes totalitaires pendant l'entre-deux-guerres, ça veut dire que votre réflexion elle se concentre sur l'entre-deux-guerres et vous pouvez pas dire ah là là en Allemagne c'est pas si grave ce qui se passe parce que ça va être plus grave derrière. C'est pas parce qu'il y a eu un génocide pendant la Seconde Guerre mondiale que la liberté, enfin les atteintes aux libertés politiques et les violences faites par le régime nazi pendant l'entre-deux-guerres sont moins importantes. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle un petit peu du futur historique, hein. C'est l'impression de dire ah mais c'est pas si grave parce qu'on sait ce qui se passe après. Non, attention à ne pas faire cette erreur-là. On continue. Hitler s'intéresse à son image. Les vrais Allemands sont épargnés par la terreur. Je continue. C'est en URSS que le système de terreur est le plus développé dans l'entre-deux-guerres. Ça d'accord, on essaye toujours de mener cette réflexion.
n'est pas de suer, mais la mortalité est très forte. Pour Hannah Arendt, cela traduit une faiblesse des bolcheviks, une difficulté à légitimer leurs actes dans la population. C'est très bien là de citer encore une fois Hannah Arendt, même si, attention, c'est une philosophe et pas une historienne. On termine avec un exemple, la violence. Selon Nicolas Wurst, ces terreurs ont fait 20 millions de morts en URSS. Alors là c'est intéressant, donc là j'ai terminé de lire la copie, je reviens donc à la conclusion hein, qu'on avait déjà vue ensemble. Un petit point pour terminer rapidement là-dessus, évidemment vous voyez c'est une très très bonne copie. Moi je trouve quand même qu'il y a un petit problème d'ensemble, c'est qu'en fait dans le déroulement de la copie et notamment dans les transitions entre les parties, il n'y a pas cette réflexion qu'on attend de dire ah bah si un régime totalitaire c'est ça, ce qu'on a annoncé au début, alors ça veut dire que l'Italie fasciste en est un, mais pas totalement. Ça veut dire que l'URSS en est un, mais pas totalement. Ça veut dire que l'Allemagne nazie en est un, mais pas totalement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée de régime totalitaire, c'est un concept qui a été forgé par une philosophe, Hannah Arendt, qui évidemment est une clé de lecture, une manière de réfléchir sur le réel, qui ne retranscrit pas toute la complexité du réel. Donc il faut faire super attention à ça. Ici, ça manque légèrement. Évidemment, hein, je suis dans une critique extrêmement précise et je suis très dur avec cette copie, mais c'est pour que vous voyez un petit peu ce qu'on attend de vous. Vous avez avec moi suivi la correction de cette copie, vous voyez maintenant que évidemment ça peut impressionner parce qu'il y a beaucoup de connaissances dans cette copie. Je vous garantis que avec un petit peu moins de connaissances et un petit peu plus de réflexion, elle aurait pu être encore meilleure cette copie. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas impressionné. Si vous n'êtes pas impressionné, c'est très bien. En plus, ça veut dire que vous pouvez faire encore mieux que ça. On garde en tête quand même les éléments, une belle introduction, une belle conclusion. Attention à la présentation. On garde en tête l'idée de faire une vraie problématique, surtout cette année avec les nouveaux intitulés du concours. Et ensuite, un déroulement, un développement avec des mots de liaison pour montrer que la réflexion avance, des idées clairement énoncées et des exemples pour étayer ces idées. On n'hésite pas à faire preuve de finesse comme on a pu le voir dans cette copie. J'espère que cette correction vous a été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre préparation de ce beau concours qu'est le concours de Sciences Po.